Bienvenue sur ma chaîne, je suis Bastien Vesper. Depuis quelle ville et à quelle heure me regardez-vous? Abonnez-vous et laissez un j'aime pour ne pas vous perdre dans les ténèbres. Maintenant, préparez-vous, l'histoire commence. Le double des flammes invisibles, l'ifrit du miroir brisé. Dans un manoir isolé de la vallée de la Loire, entouré de brumes persistantes et de forêts centenaires, vivaient deux frères jumeaux, Julien et Adrien. Bien qu'ils partagent le même visage, leurs esprits étaient diamétralement opposés. Julien était un architecte de renom, un homme de structure et de vers, tandis qu'Adrien s'était perdu dans l'étude des manuscrits ésotériques du Moyen-Orient. Julien ne croyait qu'à ce qu'il pouvait dessiner sur ses plans de béton, méprisant les avertissements de son frère sur la présence qui rôdait dans les reflets de la demeure. Pour Julien, la réalité était une ligne droite, jusqu'au jour où Adrien mourut subitement dans la bibliothèque, laissant derrière lui un miroir d'argent terni, gravé de sceaux arabesques qui semblaient vibrer sous la lumière des bougies. La nuit suivant les funérailles fut lourde, sans aucun souffle de vent. Julien se trouvait seul dans le grand salon, fixant le miroir que son frère avait légué. L'atmosphère de la pièce changea radicalement. L'air, d'ordinaire frais, devint instantanément sec et chargé d'un parfum âcre de soufre millénaire, de bois de santal calciné et d'un effluve métallique de sang qui commença à suinter du cadre argenté, tachant le parquet d'un pourpre fumant. Les lumières électriques s'éteignirent, remplacées par une lueur violette émanant de la surface du miroir, qui semblait maintenant liquide. C'est sans doute une réaction de l'alliage ancien à l'oxydation, murmura Julien, bien que ses poumons le brûlent à chaque inspiration, comme s'il avalait de la poussière de charbon ardent. Mais ses yeux s'écarquillèrent de terreur lorsqu'il vit, dans le reflet du miroir, son frère Adrien, debout derrière lui. Ce n'était pas un fantôme, mais une silhouette de fumée noire dont les yeux étaient des fentes de magma bleu, vibrant d'une rage accumulée depuis des éons. Lorsqu'il voulut s'enfuir, il réalisa que ses pieds étaient soudés au sol par une force thermique invisible. Du miroir commença à jaillir une fumée noire et dense, une masse vivante qui s'enroulait autour de Julien comme des chaînes de cendres incandescentes. De ce brouillard toxique surgit une entité colossale, un ifrit, un djinn de la caste des dévoreurs d'âmes dont l'essence avait été liée à la lignée des jumeaux par un pacte ancestral. Adrien n'était pas mort de cause naturelle. Il avait sacrifié sa propre vie pour servir de verrou. Mais le deuil de Julien avait agi comme la clé de sang brisant le dernier seau de plomb qui maintenait la créature dans son silence gémellaire. L'ifrit n'avait pas de visage humain. Sa tête était un vortex de flammes violettes. Sa présence était si puissante que les vitres du manoir commencèrent à fondre. La magie du djinn se manifesta par un réseau de fils ardents qui jaillirent du miroir, reliant son essence à chaque reflet présent dans le bâtiment. « Tu as cru que ton visage était unique, petit bâtisseur de miroirs », tonna la voix de l'ifrit, une vibration qui fit craquer la structure du manoir. « Je n'ai pas besoin de ton corps comme portail. Ton jumeau était l'ombre et tu es la lumière. Je vais transformer chaque reflet de ce monde en un incendie de glace noire. Je ferai de ton visage le symbole de ma destruction. » Le djinn entama la liturgie de la symétrie calcinée, une sorcellerie destinée à utiliser les reflets pour propager un feu surnaturel à travers la France. Cependant, le dénouement prit une tournure que même l'ifrit n'avait pas prévue. Julien, dont l'esprit était entraîné à concevoir des espaces et des perspectives,
ne céda pas à la panique. Dans un acte de volonté pure, il utilisa sa connaissance de l'optique pour inverser la réalité. Julien ne mourut pas et ne servit pas de passage. Il utilisa sa propre conscience pour devenir un miroir parfait. Il projeta son identité dans le vide entre les deux mondes, emprisonnant l'Ifrit dans une réflexion infinie où le djinn se consumait lui-même. Il ne piégea pas le djinn dans sa chair, mais l'enferma dans la géométrie optique de son propre esprit, créant un labyrinthe de lumière dont il était le seul gardien. Le lendemain matin, le manoir fut trouvé intact, mais tous les miroirs de la maison étaient devenus opaques, froids comme la pierre. Julien avait disparu. Cependant, les habitants du village rapportent que lorsqu'on regarde fixement le verre sombre, on ne voit pas son propre reflet, mais on sent une chaleur protectrice. Julien est devenu le gardien des reflets, sacrifiant sa vie pour être le verrou éternel qui maintient l'Ifrit dans une stase de verre. Il reste là, dans le flux de la lumière invisible, tenant les chaînes du djinn, dans une étreinte de logique gémellaire, protégeant le monde d'un incendie qui aurait surgi de l'autre côté du miroir. Le caveau des bagages oubliés, l'Ifrit de la consigne 904. Dans les profondeurs souterraines de la gare de Lyon-Part-Dieu, là où les courants d'air froid s'engouffrent entre les piliers de béton, travaillait Julien. Agent de sécurité responsable des consignes automatiques, Julien était un homme de logique pure. Pour lui, un bagage abandonné n'était qu'un oubli matériel, une statistique de fin de journée. Il ne prêtait aucune attention aux rumeurs des anciens qui parlaient de la zone morte du secteur B, où les appareils électroniques tombaient en panne sans raison. Il croyait aux verrous magnétiques et aux codes numériques jusqu'au jour où il reçut l'ordre d'ouvrir la consigne 904, un casier scellé depuis des décennies, mais qui dégageait soudain une chaleur telle que le métal environnant commençait à se gondoler. La nuit dans les catacombes de la gare était pesante. Julien se tenait devant la lourde porte en acier avec son passe-partout numérique. Dès que le contact fut établi et que le pêne se rétracta avec un claquement métallique sec, l'atmosphère de la pièce changea radicalement. L'air devint instantanément sec et chargé d'une odeur âcre de soufre millénaire, de bois de santal calciné et d'un effluve métallique de sang qui commença à suinter des fentes d'aération des casiers voisins. « C'est sûrement une réaction chimique de vieille batterie », grimaça Julien, bien que ses poumons le brûlent à chaque inspiration, comme s'il inhalait des cendres incandescentes. Mais ses yeux s'écarquillèrent de terreur lorsqu'il vit que les écrans digitaux de tous les casiers se mirent à défiler à l'envers, affichant des symboles qui ressemblaient à des cicatrices brûlantes dans l'obscurité. Lorsqu'il voulut quitter la pièce, il réalisa que ses pieds étaient soudés au sol par une force thermique invisible. De la gueule noire de la consigne 904 surgit une fumée violette et dense, une masse vivante qui ne se dissipait pas, mais s'enroulait autour du corps de Julien comme des chaînes de cendres ardentes. De ce tourbillon émergea une entité colossale, un ifrit, un djinn de la caste des destructeurs par le feu, dont l'essence avait été emprisonnée des siècles plus tôt dans une urne de bronze, déposée là comme un héritage maudit. Le passe de Julien avait brisé le sceau de plomb et de fer qui maintenait la créature dans son silence métallique. L'Ifrit n'avait pas de visage humain. Sa tête était un vortex de flammes violettes, et ses yeux étaient en deux fentes de magma bleu, pulsant d'une rage accumulée depuis des éons. Sa présence était si puissante que l'acier des murs commença à fondre, coulant comme des larmes noires sur le carrelage. La magie du djinn
se manifesta par un réseau de glyphes ardents qui jaillirent du casier, transformant chaque bagage de la gare en un petit four crépitant. Tu pensais maintenir l'ordre avec tes codes, petit gardien du vide? Tonna la voix de l'Ifri, une vibration qui fit craquer les piliers de béton de la gare. Je n'ai pas besoin de ton corps comme portail. Ta chair n'est que du combustible. Je vais transformer cette gare en mon hôtel. Chaque consigne de cette ville s'ouvrira pour porter mon incendie au monde. Les rails deviendront des fleuves de lave sur lesquels voyagera ma colère. Le djinn entama le rituel de la liturgie des cendres libérées, une sorcellerie destinée à transformer chaque objet clos de la ville en une bombe de feu surnaturelle. Cependant, Julien, dont la vie était dédiée à la sécurisation des espaces, réagit avec une précision froide et désespérée. Il comprit que l'Ifrite était lié à l'acte de fermeture. Au lieu de fuir, il arracha les câbles de son terminal de contrôle et provoqua un court-circuit massif, tout en pressant sa propre main contre la paroi brûlante de la consigne 904. La fin de cette nuit ne fut pas une mort ordinaire. Julien utilisa sa propre énergie vitale pour surcharger le circuit numérique de toute l'installation et forger un nouveau sceau inviolable fait d'électricité pure et de volonté. Il ne piégea pas l'Ifrite dans un objet, mais dans le flux de données de la gare. Le lendemain matin, les techniciens trouvèrent la zone intacte, mais la consigne 904 avait disparu sans laisser de traces. Là où elle se trouvait, il n'y a plus qu'une surface d'acier lisse et froide, sans poignée ni serrure. Julien a disparu. Pourtant, quiconque colle son oreille contre la paroi des consignes, la nuit n'entend pas l'écho des voyageurs. On entend le tic-tac rythmique d'une horloge numérique luttant contre le rugissement d'un feu prisonnier. Julien est devenu le gestionnaire éternel du système. Il n'est pas mort, il est devenu le verrou lui-même. Il maintient l'Ifrite dans une boucle de calcul infinie, empêchant l'étincelle du djinn d'atteindre à nouveau la surface du monde. La fréquence de l'oubli, l'Ifri de la chambre sourde. Dans un studio d'enregistrement ultramoderne, niché au cœur de Paris, là où les murs sont tapissés de mousse acoustique haute densité et où le silence est une marchandise de luxe, Julien travaillait sur le mixage final d'un album de musique expérimentale. Ingénieur du son perfectionniste, il ne jurait que par les fréquences, les hertz et les décibels. Pour lui, le paranormal n'était qu'une mauvaise interprétation d'un effet de Larsen ou d'une interférence radio. Il méprisait les légendes urbaines sur les studios hantés par les voix du passé, jusqu'à ce qu'il reçoive une mystérieuse bobine de cuivre trouvée dans les catacombes, dont le signal sonore refusait de se plier aux lois de la physique acoustique. La nuit sur la capitale était sans étoiles, étouffée par un brouillard épais. Julien était seul derrière sa console de mixage, les casques vissés sur les oreilles, lorsqu'il pressa la touche « Lecture ». L'air du studio, d'ordinaire purifié par un système de filtration sophistiqué, devint instantanément sec et chargé d'une odeur âcre de soufre millénaire, de bois de santal calciné et d'un effluve métallique de sang, qui commença à suinter des potentiomètres en aluminium. Les ondes sonores affichées sur ces écrans ne formaient plus des courbes, mais des dents de scie acérées qui semblaient mordre la lumière des moniteurs. C'est une saturation magnétique, un défaut du convertisseur numérique, balbutia Julien, alors que ses poumons le brûlaient à chaque inspiration, comme s'il inhalait de la poussière d'étoiles mortes. Mais ses yeux s'écarquillèrent, de terreur, lorsqu'il vit, à travers la vitre de la cabine d'enregistrement,
que la mousse acoustique commençait à se liquéfier, se transformant en une substance noire et visqueuse qui imitait la forme d'une silhouette colossale. Lorsqu'il voulut couper le courant, il réalisa que ses doigts étaient soudés au curseur de la console par une force thermique invisible. Des haut-parleurs commença par jaillir une fumée noire et dense, une masse vivante qui ne se dissipait pas, mais s'enroulait autour de l'équipement comme des chaînes de cendres incandescentes. De ce brouillard toxique surgit une entité terrifiante, un ifrit, un djinn de la caste des dévastateurs de l'éther, dont l'essence avait été capturée dans une vibration harmonique par des mages musiciens du désert il y a des siècles. Le matériel de haute fidélité de Julien avait involontairement recréé la fréquence exacte de sa libération. L'ifrit n'avait pas de visage humain. Sa tête était un vortex de flammes violettes, pulsant d'une rage accumulée depuis des éons. Sa présence était si puissante que les câbles en or du studio commencèrent à fondre. La magie du djinn se manifesta par un réseau de fils ardents qui jaillirent des enceintes, reliant son essence à toutes les ondes radio et fréquences Wi-Fi de la ville de Paris. Tu as cru que tu pouvais manipuler le son sans réveiller le cri originel. Petit artisan du silence, tonna la voix de l'ifrit, une vibration infrabasse qui fit vibrer les os de Julien jusqu'à la moelle. Je ne cherche pas ton corps pour m'incarner. Je vais transformer chaque son de ce monde en un brasier sonore. Chaque mélodie sera un souffle de feu. Je ferai de l'atmosphère terrestre ma propre caisse de résonance infernale. Le djinn entama la liturgie du silence absolu. Une sorcellerie destinée à transformer le son en énergie thermique pure pour consumer la planète. Cependant, le dénouement de cette nuit prit une tournure que même l'ifrit n'avait pas prévue. Julien, dont l'esprit était entraîné à isoler les bruits parasites, ne chercha pas à éteindre la machine. Dans un acte de volonté pure, il utilisa sa console pour créer une phase inversée, totale de la réalité sonore. Julien ne mourut pas et ne servit pas de passage. Il utilisa sa propre conscience pour devenir un filtre anti-bruit dimensionnel. Il ne piégea pas l'ifrit dans sa chair, mais le projeta dans un silence négatif, une zone où aucune vibration ne peut exister. Le lendemain matin, le studio fut retrouvé dans un état de propreté clinique, mais totalement dépourvu de son. Aucun bruit, même le plus infime, ne pouvait y être produit. Julien avait disparu de la réalité physique. Cependant, on raconte que si l'on regarde attentivement les vues-mètres de la console, ils oscillent toujours dans le rougeoche scarlate. Julien est devenu le maître du silence éternel, sacrifiant sa vie pour devenir l'onde de choc inverse qui maintient l'ifrit dans un vide acoustique permanent. Il reste là, dans le néant entre deux fréquences, tenant l'ifrit dans une étreinte de vide absolu, garantissant que le feu du djinn ne s'échappera jamais par un haut-parleur pour dévorer le monde. Le silence des fosses anonymes, l'ifrit des tombes sans nom. Dans la périphérie de Marseille, loin des jardins funéraires fleuris, s'étendait le carré des indigents, un cimetière pour les oubliés de la société. Gaspard, un fossoyeur vétéran dont la peau avait pris la couleur de la terre battue, ne voyait dans la mort qu'une transition administrative. Pour lui, creuser une fosse n'était qu'un exercice de géométrie et d'endurance. Il se moquait des superstitions des vieux gardiens qui parlaient de la terre qui respire, ou des ombres bleutées qui dansaient entre les croix de bois pourris. Il était un homme de fer et de sol, jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre de creuser une extension, dans une zone non cartographiée, où il déterra une stèle de basalte gravée de sceaux, qui semblait vibrer
sous la morsure de sa pelle. La nuit sur la côte méditerranéenne était lourde, étouffée par un brouillard salin. Gaspard était seul, finissant de dégager la stèle, quand l'atmosphère du cimetière changea brutalement. L'air, d'ordinaire humide et froid, devint instantanément sec et chargé d'un parfum nacre de soufre millénaire, de bois de santal calciné et d'un effluve métallique de sang qui commença à suinter des fentes de la pierre, tachant la terre noire d'un pourpre fumant. Les corbeaux qui nichaient dans les pins alentour tombèrent raides morts, leurs plumes se transformant en cendres avant de toucher le sol. C'est sans doute une poche de gaz souterraine ou une vieille canalisation rompue, murmura Gaspard, alors que ses poumons le brûlaient à chaque inspiration, comme s'il avalait de la poussière de charbon ardent. Mais ses yeux s'écarquillèrent de terreur lorsqu'il vit, dans le reflet de l'acier de sa pelle, sa propre ombre se détacher de lui. Une silhouette de fumée noire, aux yeux de magma bleu s'élevait du trou béant, vibrant d'une rage accumulée depuis des éons. Lorsqu'il voulut s'extirper de la fosse, il réalisa que ses pieds étaient soudés à la terre par une force thermique invisible. Du centre de la stèle commença à jaillir une fumée noire et dense, une masse vivante qui ne se dissipait pas, mais s'enroulait autour de Gaspard comme des linceuls de cendres incandescentes. De ce brouillard toxique surgit une entité colossale, un ifrit, un djinn de la caste des dévoreurs de mémoire, dont l'essence avait été emprisonnée sous ce cimetière par des mystiques médiévaux pour que l'oubli des morts serve de prison. Le coup de pelle de Gaspard avait accidentellement brisé le seau de plomb et de mercure qui maintenait la créature dans son silence sépulcral. L'Ifrit n'avait pas de visage humain. Sa tête était un vortex de flammes violettes pulsant d'une haine éternelle. Sa présence était si puissante que les croix de bois autour de la fosse s'enflammèrent spontanément sans émettre de fumée. La magie du djinn se manifesta par un réseau de fils ardents qui jaillirent du sol, reliant son essence à chaque corps anonyme enterré dans ce champ de désolation. Tu as cru que ton fer pouvait enterrer l'éternité, petit fossoyeur de néant, tonna la voix de l'Ifrit, une vibration qui fit s'effondrer les murs d'enceinte du cimetière. Je n'ai pas besoin de ton corps comme portail. Chaque oublié de cette terre est une braise pour mon foyer. Je vais transformer ce cimetière en un volcan de douleur. Je ferai de l'oubli mon arme pour consumer cette cité. Le djinn entama la liturgie des cendres anonymes, une sorcellerie destinée à transformer le chagrin des morts sans nom en une énergie incendiaire pour raser la ville. Cependant, le dénouement de cette nuit prit une tournure que même l'Ifrit n'avait pas prévue. Gaspard, dont l'esprit était entraîné à stabiliser les parois des fosses et à respecter le poids de la terre, ne céda pas à la panique. Dans un acte de volonté pure, il utilisa sa propre conscience pour devenir le remblai ultime. Gaspard ne mourut pas et ne laissa pas le djinn s'échapper. Il utilisa sa compréhension de la masse et de l'équilibre pour projeter son identité dans la structure même de la Terre, devenant la pression géologique qui scellait à nouveau la prison. Il n'emprisonna pas le djinn dans sa chair, mais l'enferma dans une stase minérale au sein de la fosse anonyme. Le lendemain matin, le cimetière fut retrouvé intact, mais la terre de l'extension était devenue d'un noir de verre, dégageant une chaleur protectrice qui empêchait désormais toute décomposition. Gaspard avait disparu de la réalité physique. Cependant, les gens qui passent près du carré des indigents disent que l'air y est plus calme qu'ailleurs et que les fleurs ne s'y fanent jamais. Gaspard est devenu le gardien de la terre éternelle, sacrifiant sa vie
pour être le poids sacré qui maintient l'Ifrit dans une immobilité souterraine. Il reste là, dans les strates du sol et du temps, tenant les chaînes du djinn dans une étreinte de logique tellurique, protégeant le monde d'un incendie qui aurait transformé la vie en poussière d'oubli. L'ultime sifflet du sable ardent, l'Ifrit sous la pelouse. Dans la banlieue industrielle de Marseille, entre les conteneurs maritimes et les hangars métalliques, se trouve un complexe de football à 5, le Five de l'Ombre. Pour Damien, le gérant de nuit, ce terrain n'était qu'un investissement rentable, une surface synthétique posée sur une vieille dalle de béton. Il croyait fermement aux caméras haute définition, aux clôtures électrifiées et à la logique du profit. Les légendes des vieux dockers sur un esprit du désert, enfermé sous les fondations lors de la construction du port, ne le faisaient que ricaner. Il était un homme de chiffres, jusqu'à cette nuit de brume épaisse, où le sol du terrain numéro 3 commença à vibrer d'une chaleur impossible, bien que l'air extérieur soit glacial. La nuit sur le littoral était silencieuse, seulement troublée par le bourdonnement des projecteurs. Damien était seul pour fermer le complexe quand l'atmosphère devint soudainement irrespirable. L'air se chargea instantanément d'un parfum âcre de soufre millénaire, de bois de santal calciné et d'un effluve métallique de sang qui commença à suinter des buses d'arrosage automatique, tachant le gazon synthétique d'un pourpre fumant. Les projecteurs, d'ordinaire blancs et froids, virèrent au violet sombre, projetant des ombres qui semblaient se détacher du sol. C'est une rupture de canalisation et un court-circuit général, marmonna Damien, bien que ses poumons brûlent à chaque inspiration. Mais ses yeux s'écarquillèrent, de terreur, lorsqu'il vit, au centre du rond central, la pelouse se déchirer. Ce n'était pas de la terre qui apparaissait, mais un gouffre rempli d'un sable noir et brûlant, qui s'écoulait à l'envers, montant vers le plafond. Lorsqu'il voulut s'enfuir vers la sortie, il réalisa que ses pieds étaient soudés au tapis synthétique par une force thermique invisible. De la faille, au centre du terrain, commença à jaillir une fumée noire et dense, une masse vivante qui ne se dissipait pas, mais s'enroulait autour des filets des bus comme des chaînes de cendres incandescentes. De ce maelstrom surgit une entité colossale, un Ifrit, un djinn de la caste des dévastateurs, dont l'essence avait été emprisonnée dans une jarre de sel enfouie sous ce terrain par un marchand phénicien il y a des millénaires. Les vibrations constantes des matchs quotidiens et les cris de victoire avaient fini par briser le sceau qui maintenait la créature dans son silence minéral. L'Ifrit n'avait pas de visage humain. Sa tête était un vortex de flammes violettes et ses yeux étaient deux puits de magma bleu pulsant d'une rage accumulée pendant des éons. Sa présence était si puissante que les structures métalliques du hangar commencèrent à se tordre. La magie du djinn se manifesta par un réseau de fils ardents qui jaillirent des cages de but, reliant son essence à toute la structure du bâtiment. « Tu as cru que ton plastique pouvait contenir ma fureur, petit marchand de poussière ?» tonna la voix de l'Ifrit, une vibration qui fit exploser tous les vitrages du complexe. « Je ne cherche pas ton corps comme portail, ton sang est trop froid pour ma flamme. Je vais transformer ce terrain en un autel de feu éternel. Chaque cri poussé ici deviendra un écho de ma douleur, et ce stade sera le cœur d'un incendie qui dévorera la ville. » Le djinn entama la liturgie du sable éternel, une sorcellerie capable de transformer chaque grain de caoutchouc du gazon en une braise inextinguible. Cependant, le dénouement de cette nuit prit une tournure que même l'Ifrit n'avait pas prévue.
Damien, dont la vie était dédiée à la surveillance et au contrôle, ne céda pas à la panique. Dans un acte de volonté pure, il utilisa sa console de commande centrale pour inverser la polarité des générateurs du complexe. Damien ne mourut pas et ne fut pas possédé. Il utilisa sa propre énergie vitale pour verrouiller le système. Il ne chercha pas à repousser l'Ifrit, mais à devenir lui-même la surface du terrain. Il fusionna sa conscience avec le gazon synthétique et le sable noir, transformant tout le complexe en un piège géométrique fermé. Le lendemain matin, les joueurs arrivèrent devant un bâtiment parfaitement intact, mais dont les portes restaient scellées, comme si elles faisaient partie du mur. Damien avait disparu. Cependant, à travers les vitres opaques, on peut voir que le terrain numéro 3 brille désormais d'une lueur violette permanente. Damien est devenu le gardien de la pelouse. Il a sacrifié son humanité pour devenir la prison vivante de l'Ifrit. Il n'est pas mort. Il est étalé sous les pieds de quiconque oserait un jour rejouer ici. Il maintient l'Ifrit écrasé sous une pression métaphysique constante, empêchant le feu du djinn de jaillir. Il est le silence sous le gazon, la barrière invisible qui garantit que le démon reste enterré, condamné à être foulé pour l'éternité, afin que le monde ne brûle pas. Le verrou de l'agonie silencieuse, l'Ifrit scellé dans le fer. Dans un vieil immeuble haussmannien du centre de Lyon, où les murs respirent beau l'histoire de siècles de secrets, Julien travaillait comme serrurier d'urgence. Pour lui, une porte n'était qu'un assemblage de bois, de métal et de mécanismes logiques. Il ne croyait pas aux superstitions des vieux résidents concernant la porte sans poignée au dernier étage, celle que personne n'avait ouverte depuis la fin du XIXe siècle. Il était un homme de précision, de limes et de crochets, jusqu'à ce qu'un riche collectionneur l'engage pour forcer cette fameuse serrure en bronze noirci, cachée derrière une tapisserie épaisse. La nuit sur la ville était lourde, sans aucun souffle de vent. Julien était seul sur le palier étroit quand l'atmosphère changea radicalement. L'air, d'ordinaire imprégné d'odeur de cire, devint instantanément sec et chargé d'un parfum nacre de soufre millénaire, de bois de santal calciné et d'un effluve métallique de sang qui commença à suinter du cylindre de la serrure, tachant ses outils d'un pourpre fumant. La porte ne grinçait pas, elle semblait vibrer d'une basse fréquence qui faisait trembler les os de Julien. C'est une simple oxydation du métal, réagissant à l'acide de nettoyage, murmura Julien, bien que ses poumons le brûlent à chaque inspiration, comme s'il inhalait de la cendre incandescente. Mais ses yeux s'écarquillèrent de terreur lorsqu'il vit les ombres des moulures au plafond se détacher pour devenir des filaments de fumée noire, s'enroulant autour de ses poignets comme des chaînes de braise. Lorsqu'il tenta de retirer sa clé de force, il réalisa que sa main était soudée au métal par une force thermique invisible. De la fente de la serrure commença à jaillir une fumée violette et dense, une masse vivante qui ne se dissipait pas. De ce brouillard toxique surgit une entité colossale, un ifrit, un djinn de la caste des geôliers éternels, dont l'essence avait été emprisonnée dans le mécanisme même par un alchimiste fuyant l'Inquisition. Le mouvement de crochetage de Julien avait brisé les derniers seaux de plomb et de sel qui maintenaient la créature dans son silence mécanique. L'Ifrit n'avait pas de visage humain. Sa tête était un vortex de flammes pourpres et ses yeux étaient deux fentes de magma bleu pulsant d'une rage accumulée depuis des éons. Sa présence était si puissante que le bois de la porte commença à se carboniser
sans flammes apparentes. La magie du djinn se manifesta par un réseau de fils ardents qui jaillirent du chambranle, reliant son essence à chaque verrou de l'immeuble. Tu as cru que ton acier pouvait dompter mon exil, petit artisan de poussière, tonna la voix de l'Ifrit, une vibration qui fit éclater toutes les vitres de la cage d'escalier. Je n'ai pas besoin de ton corps comme portail. Je vais transformer cette ville en une immense cellule de feu. Chaque porte que tu as posée, chaque verrou que tu as graissé, deviendra une extension de ma colère. Personne ne pourra plus jamais entrer ni sortir. Le djinn entama la liturgie du verrouillage absolu. Une sorcellerie destinée à sceller toutes les issues de Lyon pour transformer la cité en un four clos. Cependant, le dénouement de cette nuit prit une tournure que même l'Ifrit n'avait pas prévue. Julien, dont la vie entière consistait à comprendre la structure des fermetures, ne chercha pas à s'enfuir. Dans un acte de volonté pure, il utilisa sa propre conscience pour devenir la serrure. Julien ne mourut pas et ne fut pas possédé. Il utilisa le lien thermique entre sa main et le bronze pour projeter son esprit à l'intérieur du mécanisme, transformant sa propre essence en une pièce manquante, un pignon impossible à faire tourner. Il ne piégea pas le djinn dans sa chair, mais l'enferma dans une boucle logique de métal hurlant. Le lendemain matin, le collectionneur trouva le palier vide. La porte était toujours là, mais elle était devenue une surface de métal lisse, sans aucune fente, froide comme le vide absolu. Julien avait disparu de la réalité physique. Cependant, sur la surface de la porte, on peut voir l'empreinte d'une main humaine qui luit d'une faible lueur violette. Julien est devenu le verrou éternel. Il a sacrifié son humanité pour devenir la barrière finale. Il reste là, dans le silence de l'acier, tenant les chaînes de l'Ifrit par la seule force de sa volonté, protégeant le monde d'un incendie que seule une porte restée close peut contenir. L'inventaire des ombres millénaires, l'Ifrit du rayon interdit. Dans les sous-sols labyrinthiques de la Bibliothèque nationale de France, loin sous le niveau de la Seine, Adrien travaillait au sein des archives oubliées. Pour lui, un archiviste de formation classique, l'histoire n'était qu'une accumulation de parchemins, d'encre et de cuir. Il ne croyait pas aux superstitions des vieux gardiens qui évitaient le secteur des manuscrits orientaux après le coucher du soleil. Adrien était un homme de précision, croyant fermement que tout mystère pouvait être résolu par un catalogage rigoureux. Son travail consistait à numériser des volumes n'ayant pas vu la lumière depuis des siècles, jusqu'au jour où il tomba sur un coffret en fer blanc, scellé par une cire noire qui semblait pulser comme une veine. La nuit sur Paris était silencieuse, enveloppée dans un brouillard qui étouffait les bruits de la surface. Adrien restait tard pour terminer l'inventaire du carton 77B, se tenait devant ce coffret. Lorsqu'il brisa le seau à l'aide d'un scalpel de précision, l'air de la pièce changea radicalement. L'atmosphère devint instantanément sèche et lourde, saturée d'une odeur âcre de soufre antique, de bois de santal calciné et d'un effluve métallique de sang qui commença à suinter des reliures des livres voisins, tachant les étagères d'un pourpre fumant. « C'est sûrement une réaction chimique des vieux liants en cuir, » murmura Adrien, bien que ses poumons le brûlent à chaque inspiration, comme s'il respirait des cendres encore chaudes. Mais ses yeux s'écarquillèrent de terreur lorsqu'il vit les ombres des milliers de manuscrits se détacher des rayonnages pour ramper sur les murs, convergeant vers le coffret ouvert. Lorsqu'il voulut s'emparer de l'objet pour le refermer, il réalisa que ses mains
étaient soudés au métal par une force thermique invisible. Du coffret jaillit une fumée violette et dense, une masse vivante qui ne se dissipait pas, mais s'enroulait autour des piliers de l'archive comme des chaînes de cendres incandescentes. De ce tourbillon surgit une entité colossale, un ifri, un djinn de la caste des dévoreurs de savoir, dont l'essence avait été emprisonnée dans ce coffret par un érudit lors des croisades. Le scalpel d'Adrien avait brisé le seau de plomb et de sel qui maintenait la créature dans son silence de papier. L'Ifrit n'avait pas de visage humain. Sa tête était un vortex de flammes violettes et ses yeux étaient deux fentes de magma bleu pulsant d'une rage accumulée depuis des éons. Sa présence était si puissante que l'encre des livres commença à s'évaporer, formant un nuage noir toxique. La magie du djinn se manifesta par un réseau de fils ardents qui jaillirent du coffret, reliant son essence à chaque mot écrit dans le bâtiment. Tu pensais cataloguer la vérité, petit scribe de poussière, tonna la voix de l'Ifri, une vibration qui fit éclater les ampoules du sous-sol. Je n'ai pas besoin de ton corps comme portail, ta chair est trop fragile. Je vais transformer ce savoir en mon propre incendie. Chaque lettre de ces livres deviendra une étincelle. Je vais consumer l'histoire de ce monde pour ne laisser qu'une page blanche de cendres. Le djinn entama le rituel de la liturgie du savoir calciné. Une sorcellerie destinée à transformer chaque bibliothèque du pays en un foyer de flammes surnaturelles. Cependant, Adrien, dont la vie était dédiée à l'organisation et à la préservation, réagit avec une détermination froide. Il comprit que l'Ifrit était lié à la structure même du catalogage qu'il était en train de créer sur son ordinateur. Au lieu de fuir, il commença à taper frénétiquement sur son clavier, utilisant le logiciel de gestion de la bibliothèque pour créer une entrée infinie. La fin de cette nuit ne fut pas une mort ordinaire. Adrien utilisa sa propre énergie vitale pour surcharger la base de données, forgeant un nouveau sceau logique. Il ne piégea pas l'Ifrit dans un objet, mais dans une boucle de données numériques infinie. Le lendemain matin, les collègues d'Adrien trouvèrent le sous-sol intact, mais le coffret était devenu un bloc de charbon froid et incassable. Adrien avait disparu de la réalité physique. Cependant, sur l'écran de son ordinateur, un curseur clignote éternellement dans un champ de texte vide. Adrien est devenu le conservateur de l'infini. Il n'est pas mort. Il est devenu le code lui-même. Il maintient l'Ifrit prisonnier dans un algorithme de tri qui ne se termine jamais, empêchant le feu du djinn de s'échapper des serveurs de la bibliothèque. Quiconque s'approche des archives centrales entend aujourd'hui un léger bourdonnement électrique, le son d'un homme qui pour l'éternité classe une flamme dans le silence du numérique.